d'APTN. La chasse à l'orignal de nuit dans la réserve de Matane, braconnage ou exercice des droits? On n'adhère pas là, à la chasse de nuit. Pour nous, c'est un acte de braconnage. La Cour suprême du Canada n'entendra pas l'appel interjeté par les maires Mohawks concernant l'expansion de McGill. It's the same system that put us into this situation. Et quand la bande dessinée ouvre la conversation sur l'identité, la culture et les relations entre Autochtones et Allochtones. Moi, on parle de langue, d'identité, il y a vraiment beaucoup de thèmes super intéressants. C'est quand même la seule série de bande dessinée en langue autochtone qu'on trouve qui a été créée de ce côté-ci de la frontière, donc au Québec. Tunasugiti, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. La réserve faunique de Matane est considérée comme le paradis des chasseurs d'orignal. Y chasser la nuit, est-ce du braconnage ou un exercice de droit? Les récentes prises des chasseurs autochtones ont repoussé les limites de la loi et soulevé des questions sur le territoire et les droits de la chasse. De plus en plus de plaintes font surface contre les chasseurs Mohawks qui se dirigent vers la réserve faunique de Matane afin de faire de la chasse à l'orignal le soir à l'aide de véhicules et de lumière. Les pratiques et les règles de la chasse et de la pêche sont uniques à chaque nation, mais certaines valeurs sont unanimes. Pour la vice-chef de la Première Nation Wolastoqiyik-Wassipekuk, Shirley Kennedy, dont le territoire ancestral chevauche la réserve faunique, ces pratiques vont à l'encontre de leurs valeurs. La Première Nation Wolastoqiyik-Wassipekuk considère que de planter un spot devant une bête la nuit pour l'immobiliser, ça ne respecte pas les valeurs de nos ancêtres et des Premières Nations. Kennedy considère l'acte comme du braconnage. Pour Frank McCumber, ancien chef et chasseur de Kahnawake, chasser au spot n'est pas dans ses pratiques personnelles. Par contre, il précise qu'au Québec, peu importe où, ils sont en droit de chasser. I think some First Nations make agreements with the government to be able to hunt on certain areas. Right, and then they say that it's their traditional territory, even though they have no control over those said lands, and then they kind of use our First Nations people to go against each other, which, is wrong in any way you think about it. Again, harvesting an animal for sustenance is our inherent right. Et c'est effectivement le cas des Malicites. Nous sommes une diaspora, donc pour cette raison-là, c'est pour ces raisons-là, d'ailleurs, qu'on a conclu une entente avec le ministère de la Faune sur des zones spécifiques sur le Wolastoqiyik pour que nos membres, qu'ils viennent de Montréal, d'Alma, de Sept-Îles, puissent se rendre sur le territoire ancestral et pratiquer la chasse. Donc, c'est à des périodes déterminées, c'est à des dates déterminées. Cette entente avec les Allochtones est, en partie, où réside le problème, selon McCumber. There aren't many people who harvest animals that are actually elected. So they're making decisions for me and for other, communities, and they don't have that right to do that. En notant que la chasse est faite avec respect, ce débat ne devrait pas prendre autant de place. I think the most important part of harvesting animals, right, is the respect of the land and the respect of the animal, first and foremost, right? None of it is lost, and that's really the key. And then when we leave, it was like we were never there. That's the way it's supposed to be, and I've been taught like that from my grandfather, my father, my uncles, like that's how we were taught. Par contre, certains rapports indiquent que ces chasseurs laissent derrière eux des viscères ou carcasses d'orignal. And a lot of it is not good, especially in the larger animals. So I don't take a lot of that anymore, so I don't have an issue with if you leave it behind. Plus, the birds eat it, the eagles eat it. Qu'en vient-il des remarques que c'est un manque de respect de ne pas demander permission pour chasser sur le territoire d'une autre nation? The only disrespect that ever came has been from our own people, which is crazy to think about it. It's our own people that are saying, well, you got to ask permission, you got to do this, you got to do that. It's bullshit. Contact. There's no way you can contact and have a direct line to anybody that understands or that is harvesting animals. La vice-chef Kennedy, par contre, aimerait bien favoriser l'ouverture des échanges. Ce qu'on veut faire, c'est entrer en communication, amorcer le dialogue avec le conseil de bande de Kahnawake,
C'est sûr qu'il n'y a pas de confrontation qui est souhaitée de notre part, ça c'est certain. Donc, on va voir là, comment le dossier va évoluer. Pour l'instant, nous, on s'en remet évidemment à la protection de la faune. Et pour les chasseurs comme Macomber? I am going to keep on going and nothing's going to really stop me. And, again, our hunting rights is like a muscle, right? If you don't use it, it's going to go away. So we got to make sure that our people keep on using it. À suivre. La Cour supérieure du Québec a rejeté la demande du Conseil de bande de Mastayache de forcer la nation Huron-Wendat à s'excuser et à payer 93 000 $ de dommages et intérêts. Le Conseil de bande de Mastayache demandait réparation pour ce qu'il décrivait comme du vandalisme sur une zone de terre considérée comme ancestrale par les nations Innu et Wendat. Après avoir reçu l'autorisation du Conseil de bande de Mastayache de commencer la construction d'un chalet sur le terrain en 2022, Claudie Paul est retournée sur les lieux et a constaté que le site avait été creusé et empilé de pierres et de bûches. Un avis du Conseil de bande Huron-Wendat indiquait que personne n'était autorisé à construire sur les terres traditionnelles de la nation. En janvier de l'année dernière, le Conseil de bande de Mastayache a intenté une action en justice pour exiger des excuses et des frais de réparation de la part de la nation Huron-Wendat. La justice Nancy Bonsaint a déclaré que la Cour ne pouvait pas entendre l'affaire tant que les gouvernements ou les tribunaux n'auraient pas déterminé l'étendue des droits traditionnels de Mastayache. Mastayache a 30 jours pour faire appel au jugement. Également la semaine dernière, la Cour supérieure du Québec a accordé au Conseil de bande d'Euchatmac-Manitanam 5 millions de dollars plus les intérêts dans le cadre d'un procès intenté de longue date à Hydro-Québec. Le tribunal a estimé que la société d'État avait agi avec une mauvaise foi institutionnelle dans ses relations avec la communauté. Le litige porte sur une entente de principe conclue en 2014 et appuyée par un référendum des résidents d'Euchatmac-Manitanam. Cette entente visait à mettre fin aux différends entre la communauté et Hydro-Québec, notamment en ce qui concerne le complexe hydroélectrique de la Romaine, dont les lignes traversent le territoire traditionnel Innu. Le juge Thomas M. Davis a constaté que la société d'État a rapidement abandonné son engagement d'améliorer les relations avec la communauté lorsqu'elle a été confrontée à des familles qui n'appuyaient pas l'accord. En plus des 5 millions de dollars accordés, la décision de la Cour annule également l'entente de principe, ce qui permet à Euchatmac-Manitanam d'intenter une action en justice contre Hydro-Québec en ce qui concerne la Romaine. Dans un communiqué de presse, Hydro-Québec a annoncé qu'elle acceptait la décision. Avez-vous une histoire à partager? Envoyez-nous un courriel à nouvelles avec un s @aptn.ca. Pour regarder nos histoires, allez à aptnnews.ca/nouvelles et vous pouvez également nous trouver en ligne sur YouTube, Facebook, X, TikTok et Instagram. Suivez Nouvelles APTN pour participer à la conversation et voir nos dernières histoires. Après cette courte pause, un reportage sur l'augmentation du nombre de sans-abri autochtones et comment un refuge montréalais aide à prévenir les décès dans cette population vulnérable. Soyez là. Bienvenue et merci d'être des nôtres. Plusieurs organismes fournissant des services d'hébergement aux populations sans-abri de Montréal affirment que le nombre de personnes sans logement augmente parmi les populations autochtones. Alors que les températures descendent en dessous de zéro à Montréal, certaines personnes sans-abri ont recours à des moyens créatifs pour rester au chaud. Robbie Purdin présente un reportage de Savannah Craig. Can you see the tent in that photo? Une personne sans abri utilise une bâche blanche pour camoufler sa tente dans la neige. And this is where we're at. People are learning to hide better because we don't provide adequate resources for them. Alors que les températures descendent en dessous de zéro, de nombreux Montréalais sans abri ont été contraints d'utiliser de nouvelles méthodes pour rester au chaud. It'd be -20 and they'll be staying there for the night. Certains ont utilisé les salles d'urgence pour se réfugier. D'autres ont utilisé des approches plus créatives. So if the question is, where do Indigenous women sleep in Montreal? Well, one sleeping right there. Chaque hiver à Montréal, les gens sans abri sont obligés de recourir à différents types d'abris. It's been a couple days since someone's been in here, but in the last month, someone has stayed under these stairs.
David Chapman est directeur général du Centre de jour Résilience Montréal. En 2022, il a abordé la question avec OPTN. The same theme just continues, all the way through this alley. And it's year after year, it's the same thing. Mais se réfugier hors des abris peut être fatal et les décès des Autochtones sans abri persistent. Chapman déclare que 2 femmes autochtones qui étaient sans abri de façon intermittente sont décédées la semaine dernière. La mort des femmes autochtones sans abri n'est pas un phénomène nouveau. April Blue Boy finally went home to her home community, but it didn't work out, so she came down here and died of an overdose. L'été dernier, Résilience Montréal a organisé une commémoration pour les personnes décédées. Cet hiver, il voulait organiser une autre commémoration. Mais de nouvelles personnes meurent chaque semaine avant qu'un mémorial puisse être organisé. Alexandra Ambroise est la directrice générale du refuge Mitchwap Montréal. Elle souligne que le nombre de personnes sans domicile fixe augmente à Montréal, en particulier parmi les populations autochtones. Ce qu'on constate aussi dans nos statistiques, c'est que j'ai de plus en plus d'Autochtones finalement qui viennent, mettons, à Mitchwap ou dans d'autres services ailleurs aussi. Ambroise estime qu'il faut davantage de ressources d'urgence pour les sans-abri. Quand on est à pleine capacité, on essaie de trouver, mettons, une autre place pour, mettons, on a 5, mettons, qui viennent, mais on est déjà plein. Et c'est de faire quand on fait des appels, bien, on se rend compte que c'est plein partout. Fait que ça serait peut-être important d'essayer d'ouvrir peut-être d'autres choses ailleurs. Bien que la demande de refuge soit importante, d'autres affirment que Montréal a besoin de plus d'investissement dans les services de transition. What the government is investing right now is just addressing the basic needs of people that are unhoused. What we want to see as an organization is people accessing an affordable apartment. Stacy Boucher-Anthony est directrice générale chez Projet autochtone du Québec, qui offre des ressources aux Autochtones sans logement à Montréal. En plus de ressources d'urgence, PAC propose également des logements de transition pour aider les personnes à passer des refuges à des logements abordables. So this will be their space as well. They also have their shared rooms. So there's a living room, a dining room, a conference room. En juin dernier, le Québec et Ottawa ont annoncé 115 millions de dollars sur 2 ans pour développer 51 projets de logement d'urgence et de transition à Montréal. Even with the 150 millions, it's not addressing the needs of all people on the street right now. Dans le même temps, le gouvernement du Québec a coupé 1,2 million de dollars dans le financement du PAC l'année dernière, indique Boucher-Anthony. We're barely meeting the basic needs. Combien faudrait-il donc pour offrir suffisamment d'abris, de logements de transition et de logements sociaux à Montréal? We need to double the sum that is invested every year. Même avec un tel financement, Boucher-Anthony estime qu'il faudra des générations pour éradiquer les sans-abrisme. Mais en attendant, Chapman a quelques idées. I don't know about you, but it seems to me that maybe a year-round accessible shelters in every neighborhood might be an idea. You know, I don't know, common sense? Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale d'OPTN, Montréal. La Cour suprême du Canada n'entendra pas l'appel interjeté par les maires Mohawks concernant le projet d'expansion de l'Université McGill. L'Université McGill a entrepris des travaux de construction à l'Institut commémoratif Allen, un ancien hôpital psychiatrique situé sur son campus près du centre-ville de Montréal. Les maires Mohawks, connus en Mohawk sous le nom de Goneaston Seta, affirment que le reste d'enfants autochtones sont enterrés sur le chantier de construction. Ils affirment que ces restes sont liés au programme notoire d'expérience de manipulation mentale connu sous le nom de projet MK-Ultra. Ces expériences ont été menées par l'Agence centrale de renseignement américaine à l'Institut Allen Memorial dans les années 1950 et 1960. Les Goneaston Seta ont demandé une fouille de la zone pour déterminer s'il y a ou non des restes humains. Elles se disent peu surpris par le rejet de leur appel par un système qu'ils qualifient de colonial. With our experience so far, I mean, it has to do with the court system itself not being in alignment with the way we conduct ourselves, and it's the same system that put us into this situation. So the way I'm feeling is it was par for the course. Envoyez-nous vos événements communautaires à nouvelles avec un S @aptn.ca.
À chaque semaine, les Nouvelles nationales mettent en valeur des événements qui se passent dans vos communautés. Cette semaine, nous avons un café-rencontre à Odanak et une formidable opportunité de formation professionnelle rémunérée pour les jeunes à Equanichit. Ce dimanche à Odanak, venez vous réchauffer au coin du feu avec le café culturel de janvier à la salle Kizos. Cela se passe entre 10h et 16h et un dîner sera offert. Il y aura également des ateliers culturels d'artisanat. Vous aurez le choix de le faire en mode détente à l'intérieur ou pour ceux qui aiment prendre leur café à l'extérieur, du bois et des outils de sculpture seront disponibles à l'extérieur. Appelez Marc-Olivier Obomsawin au numéro sur votre écran pour vous inscrire. Et vous êtes un jeune d'Equanichit déscolarisé et sans emploi, eh bien, on vous invite à participer au Fab Lab Nomade. À partir de ce lundi 20 janvier et jusqu'à la fin du mois de mars, participez à un programme qui vous apprend l'impression 3D, la gravure au laser et d'autres formes de fabrication assistée par ordinateur. Il s'agit d'un cours rémunéré de 10 semaines, dispensé en semaine de 9h à 16h. Encore une fois, ceci s'adresse aux Autochtones âgés de 15 à 30 ans, actuellement au chômage et hors de l'école. Pour plus d'informations, contactez l'école EUCAN. Après cette courte pause, quand la bande dessinée ouvre la conversation sur l'identité et la culture, nous discutons avec deux jeunes femmes sur le sujet. Soyez là! Bienvenue. Un événement la semaine dernière au Carrefour culturel Paul-Médéric de Bécomo a retenu notre attention. Une conférence sur diverses réalités en lien avec les relations entre les nations autochtones et la nation québécoise. En entrevue cette semaine, nous avons invité les deux conférencières, anthropologue et BDiste québécoise Emmanuelle Dufour et responsable à la programmation culturelle de la nation Huron-Wendat Sabrina Godbout, de nous en parler et nous dire comment la BD est utilisée comme outil et plateforme pour discuter. Bonjour! Bonjour! Oui, bonjour! Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez eu un événement qui a été très populaire à Baie-Saint-Paul. J'aimerais d'abord commencer avec toi, Emmanuelle. Je sais que tu as créé une BD, tu es une anthropologiste. Tu as créé une BD qui s'appelle « Le Québec, c'est né dans mon pays ». Je veux savoir d'où vient l'inspiration de cette première BD, d'où vient peut-être tes études ou d'où vient ton intérêt envers les causes autochtones. Oui, ben en fait, on se demande toujours d'où vient, où commence une histoire associée à la création d'un projet, mais disons que, en fait, j'avais fait ma maîtrise en anthropologie sur la sécurisation culturelle des étudiants autochtones au niveau postsecondaire. Puis je devais trouver une façon que finalement, ça soit plus accessible. Donc, c'est là que j'ai pensé à utiliser la bande dessinée pour vulgariser mes résultats de recherche. Puis donc, j'ai commencé comme ça. Puis au fur et à mesure, la question finalement de la relation entre les personnes autochtones et non autochtones, puis les mécanismes qui ont empêché finalement cette rencontre-là, me semblait de plus en plus importante à parler. Donc, j'ai invité une 50aine de personnes autochtones et non autochtones à participer au projet à différents moments. Puis ensemble, on a créé ce récit collectif. C'est un peu comment que tu as été mis en contact avec Sabrina, parce qu'on vous a comme mis en équipe pour créer plusieurs BD. Sabrina, toi, tu es quelqu'un qui a toujours été très impliqué dans ta communauté, très fier de ton identité. Pourquoi pour toi, c'était important de parler du fait que tu es autochtone, de parler du fait de ton identité, puis d'aider d'autres gens à peut-être trouver cet aspect culturel? Surtout pour rendre hommage à nos grands-parents qui ont vécu vraiment comme des situations difficiles dans d'autres communautés. Ma grand-mère, elle, était très gênée de son... C'était une honte à cette époque-là d'être autochtone, puis c'est une façon un peu pour moi de redonner à ma grand-mère, puis de voir aussi que ma génération ne vive pas non plus cette honte-là, de vraiment continuer à vivre de nos traditions. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Puis, comme j'arrête pas de dire souvent quand je fais des conférences, ben moi, j'ai eu la chance d'avoir vraiment un père qui m'a impliquée dans la culture Wendat depuis que je suis toute petite avec mes frères. Donc là, tu comprends tout ton monde, toute ta vision. Ça permet vraiment de bien t'enraciner. Donc, en parler de cette réalité-là
dualité, tu sais, c'est ça, moi j'ai deux identités, ma mère est québécoise, mon père est Wendat, mais tu sais, de dire que c'est pas, malgré le fait que j'ai déjà passé par ce cycle-là de honte, ben d'oser dire, ben finalement je suis un tout, puis c'est de pas mal voir ça, en guillemets, là, tu sais, que c'est ça, fait que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Bien, c'est un problème que plusieurs jeunes ont parce qu'on se dit, bien, je suis aussi québécoise, je suis aussi canadienne, je suis aussi polonaise, iranienne, dépendant de l'origine de notre autre parent. Je trouve que la BD, c'est une façon exceptionnelle de pouvoir contacter les jeunes. Vous avez créé 4 autres BD ensemble dans plusieurs différentes langues. Parlez-nous un peu des BD, comment qu'on peut y avoir accès? Ben, peut-être, comme mise en contexte, à l'époque, quand j'ai créé, à l'époque, comme ça faisait longtemps, mais je veux dire, en 2019, c'est que j'avais été engagée comme chargée de projet en langue et culture à l'IDD-PNQL, donc à l'Institut de développement durable Première Nation Québec-Labrador. Et il y avait ce projet-là qui avait déjà été mis en place. Donc là, moi, mon mandat, c'était de réaliser, entre autres, trois bandes dessinées. Et c'était déjà prévu que Emmanuel soit dans le processus. Puis ces bandes dessinées-là sont disponibles sur le site web de l'IDD-PNQL. Elles sont gratuites, donc tout le monde peut aller les consulter là. Je sais pas si toi, tu as d'autres choses à rajouter. Ben, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que, tu sais, c'est des bandes dessinées qui devaient parler des énergies renouvelables qu'on trouve dans certaines communautés. Mais le texte de Sabrina, puis l'expérience, tu sais, parce que c'est vraiment du BD journaliste, ben, va beaucoup plus loin, parle de langue, d'identité, tu sais, il y a vraiment beaucoup de thèmes super intéressants. Puis c'est quand même la seule série de bandes dessinées en langue autochtone qu'on trouve qui a été créée de ce côté-ci de la frontière, tu sais, donc au Québec. Donc en langue autochtone, anglais, français. C'est comme une belle plateforme pour inspirer des jeunes et les sensibiliser aussi, là. Ça a été illustré par principalement par des illustrateurs autochtones également. Puis il y a une nouvelle bande dessinée qui a été créée par une nouvelle équipe par l'IDD depuis également. Ouais. Ce que j'aime, justement, tu as mentionné plateforme, c'est que vous amenez cette plateforme-là au public. Vous avez fait des conférences dans des écoles, vous allez parler à des élèves de secondaire 3, de secondaire 4, de secondaire 5, vous parlez à un public, comme vous avez fait à Baie-Saint-Paul. Un bel événement qui a été très, très bien accueilli. On a presque plus de temps à l'entrevue, mais j'aimerais savoir si les gens ont posé des questions après et si il y avait des points forts de la soirée. Oui, ben les points forts, c'est en fait, moi, c'était la quantité de gens que je ne m'attendais pas à ça. Donc ça, évidemment, les gens étaient intéressés aussi. Ça a été quelque chose qui m'encourage vraiment pour l'avenir parce qu'on voit tellement une belle progression, malgré le travail qui reste encore à faire. On voit tellement, depuis quelques années, un éveil collectif chez les Québécois qui s'intéressent aux Autochtones. Donc moi, c'est vraiment ça qui me marque. Les gens ne mettaient pas de l'avant les préjugés, non, ils mettaient de l'avant des belles choses qu'ils reconnaissaient. On pensait que c'était une première quand même, puis en fait, il y a beaucoup d'autres mondes qui auraient aimé y assister, fait qu'on espère pouvoir trouver une façon de multiplier ce genre de rencontres-là dans notre village. Bien, je vous le souhaite et je souhaite que ça se multiplie peut-être dans d'autres communautés autochtones. Je trouve que c'est essentiel d'en parler. Je trouve que vous avez une super belle plateforme et je vous félicite. Merci. Merci d'être avec nous. Et c'est ce qui conclut le bulletin national d'APTN. Je m'appelle Kim Sullivan. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se revoit la semaine prochaine. Kuyen Nami.